Imaginez un instant la plus grande collection d'art du monde. Sauf qu'elle n'est pas dans un musée, non. Elle est là, à ciel ouvert. C'est une galerie immense qui s'étend sur tout un continent. Alors, la question qu'on va se poser, c'est celle-ci. Et si cette galerie d'art, la plus grande du monde, était en fait cachée sous nos yeux? On parle d'une collection d'œuvres préhistoriques qui ne sont pas sur des toiles, mais gravées à même le paysage. Et là, l'échelle est monumentale. On ne parle pas de quelques œuvres éparses, non. On parle de dizaines, voire de centaines de milliers de peintures et de gravures. Chacune d'entre elles, c'est comme une page d'un livre d'histoire, un livre caché dans des abris sous roches, sur des falaises, depuis des millénaires. Le problème, c'est que ce trésor, il est en grand danger. C'est un patrimoine qui subit ce qu'on peut appeler un pillage éhonté, mais aussi les ravages du temps, tout simplement. Il est attaqué de toutes parts par l'homme, par les éléments, et toute cette histoire écrite sur la pierre risque de disparaître. Bon, pour vraiment comprendre de quoi on parle, il faut d'abord saisir l'ampleur du phénomène. Et vous allez voir, les chiffres, ils donnent le vertige. Plus de 100 000, voilà le chiffre. Plus de 100 000 gravures et peintures réparties sur des centaines et des centaines de sites. Ce n'est donc pas du tout un truc isolé. C'est un phénomène à l'échelle d'un continent. Et regardez où ça se trouve, ce n'est pas du tout concentré au même endroit. On en trouve dans le Tassili Nadjer en Algérie, au Fezzan en Libye, mais aussi beaucoup plus au sud, dans les montagnes du Drakensberg en Afrique du Sud ou à Tweefelfontein en Namibie. C'est un immense réseau de galeries à ciel ouvert qui traverse vraiment tout le continent. Ok, mais alors la grande question c'est comment on étudie un art aussi ancien? Et là, on touche au cœur du problème, au défi principal pour les chercheurs: comment on fait pour dater ces œuvres? Parce que, et c'est ça qui est fascinant, les méthodes de datation classiques, eh bien, elles ne marchent pas ici. Pourquoi? D'abord, les couches de sédiments qui aident d'habitude à dater, elles ont été lessivées par la pluie. Ensuite, la patine, cette petite couche qui se forme sur la roche, sa couleur change trop avec le soleil et le vent, donc ce n'est pas fiable. Et même les animaux dessinés peuvent nous tromper. Les artistes ont très bien pu dessiner un animal disparu depuis longtemps, juste de mémoire. Alors, comment faire? Eh bien, les experts ont trouvé une parade. Ils ont créé ce qu'on appelle une chronologie relative, basée sur les styles et surtout sur les animaux qui sont représentés. Ça a permis de définir 4 grandes périodes, du bubal, une sorte de buffle géant, jusqu'au chameau, qui marque l'arrivée du désert. C'est une façon hyper ingénieuse de lire le temps directement dans l'art. Maintenant, intéressons-nous aux artistes. Comment ont-ils fait? Avec quels outils, quelles techniques pour créer des œuvres qui sont encore là, des milliers d'années plus tard? En gros, il y avait 2 techniques principales. D'un côté, la gravure, souvent la plus ancienne. On incisait, on piquettait la roche avec des pierres. De l'autre, la peinture qui permettait de créer des scènes beaucoup plus colorées, plus vivantes. Et pour appliquer la peinture, ils utilisaient leurs doigts, des plumes, des bâtons, et même une technique incroyable qui consistait à pulvériser les pigments avec la bouche. Et pour les couleurs, d'où venaient-elles? C'est là qu'on voit tout leur génie. Pour le rouge, des oxydes de fer, de l'ocre. Pour le blanc, de l'argile ou même des fientes d'animaux. Le noir, c'était du charbon de bois. Et pour que ça tienne, ils mélangeaient tout ça avec des liants, du lait, des blancs d'œufs, de la moelle. C'est incroyable que ça ait tenu aussi longtemps. Bon, tout ça c'est bien beau, les techniques, la datation, mais au fond, qu'est-ce que cet art nous raconte? Eh bien, il nous ouvre une fenêtre sur un monde qui a complètement disparu. Le contraste est saisissant. D'un côté, le Sahara qu'on connaît, aride, des dunes de sable. De l'autre, ce que l'art nous montre, une savane verdoyante avec des lacs, des rivières, peuplées d'éléphants, d'hippopotames, un monde qui n'a plus rien à voir avec celui d'aujourd'hui. Quand on voit des gravures de ce fameux Bubalus anticulus ou d'hippopotame, ce ne sont pas juste de jolis dessins, c'est une véritable archive zoologique. C'est la preuve qu'il y avait de l'eau en permanence, tout un écosystème florissant, là où aujourd'hui on ne trouve que du sable. Et ça va plus loin que la faune et la flore. Ces œuvres nous racontent aussi une histoire humaine. On y voit des scènes de vie de village, on assiste à la domestication du bétail, on devine des rituels, des organisations sociales. En fait, on est en train de regarder la naissance de sociétés complexes. Il y a cette phrase qui résume tout parfaitement. Les premiers historiens africains ont représenté les étapes progressives de l'homme dans sa relation avec son environnement. En clair, ces artistes, ce n'étaient pas que des artistes. C'étaient les tout premiers historiens du continent, qui gravaient l'évolution de leur monde pour les générations futures. Et si c'étaient les premiers historiens? Alors leur œuvre, ce n'est pas juste une collection d'images, c'est quelque chose de bien plus important. C'est, en fait, le tout premier livre d'Afrique. Il faut savoir que pendant très longtemps, certaines théories disaient que cet art venait d'ailleurs, qu'il était inspiré de l'Europe ou de l'Égypte pharaonique.
Mais aujourd'hui, les preuves montrent tout le contraire. Non seulement cet art est bien plus ancien, mais certains motifs, comme le fameux bélier avec un disque solaire, apparaissent au Sahara des milliers d'années avant d'apparaître en Égypte. Le mot juste pour décrire ça, c'est autochtone. Ça veut dire que c'est une civilisation qui est née et qui s'est développée sur place. Cette explosion artistique est profondément africaine. C'est une innovation qui a germé et grandi sur le continent, de manière totalement indépendante. Donc au final, ce qu'il faut retenir, c'est que ces milliers d'images ne sont pas juste là pour faire joli. Elles sont bien plus que ça. C'est la préface illustrée de toute l'histoire africaine, c'est le premier livre du continent. Un livre écrit non pas avec de l'encre, mais gravé dans la pierre. Et ça nous laisse avec une question essentielle. Toute cette histoire, elle est écrite sur la pierre. Qu'est-ce qui se passe si on la laisse tout simplement disparaître? Ce patrimoine, c'est un livre unique, irréplaçable. Le laisser s'effacer, ce serait comme arracher les toutes premières pages de l'histoire de l'humanité. Et c'est à nous tous de faire en sorte que ces voix du passé ne s'éteignent pas.